Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de papotage, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, car nous allons papoter. Et papoter pas avec n'importe qui, avec monsieur Stéphane. Comment ça va bien, Stéphane? Ça va très bien. Alors toi, tu travailles pour Libellude. Oui. Voilà. Et tu es en charge de la direction artistique chez Libellude. C'est ça. Et j'ai une boîte devant moi qui, à un moment donné, se présentait comme ça, hein, avec un nom absolument imprononçable. C'est un jeu qui nous vient d'Ukraine, Pologne. C'est ça? Oui. Et c'est passé chez Libellude, car tu travailles chez Libellude, et de ça, on est arrivé à ça. Ça s'appelle Mysterium. Oui. Voilà. Donc, on va discuter un petit peu, toi et moi, de comment on fait pour prendre un jeu qui est comme ça, qui a déjà été travaillé par une équipe de développement, puisque le jeu a été développé par les gens de quoi? C'est Portal, le nom de... C'est quoi le nom de l'éditeur? C'est ça? Portal, c'est ça. Voilà, donc ces gens ont inventé un jeu, enfin ils ont fait appel à des auteurs qui ont créé un jeu, ils ont travaillé, c'est un jeu qui est basé sur l'esthétique. Oui. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, on a fait une petite explication puis une petite partie. C'est un jeu qui clairement revendique comme paternité, comme idée de base génératrice, Dixit, qui est de chez Libellude. Donc un jeu qui est basé sur l'illustration, les associations d'idées, d'images, etc. Donc ils ont fait un gros travail d'édition, mais il n'en demeure pas moins qu'en fait, une fois que vous avez accepté le projet chez Libellude, il fallait tout refaire. Alors la question qui se pose, c'est, alors ça là je vais la mettre là parce qu'on n'en a plus besoin, c'était juste pour montrer le produit original. Quand on est en charge de la direction artistique, surtout chez Libellude, et on le sait, c'est des gens qui prennent soin vraiment de la beauté, du matériel, de la règle. Comment on fait et pourquoi, quand on reprend un jeu qui a déjà été travaillé, on recommence tout? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui a été modifié? Et tout ce genre de choses avec plein de détails. Stéphane, je t'écoute. Eh ben, on a envie déjà aussi d'avoir notre patte sur l'univers du jeu. Ça nous permet de créer aussi notre marge qui se rapporte peut-être un peu plus à notre ligne éditoriale. Et du coup, on essaye de recréer un univers plus ou moins proche de l'univers de base pour y mettre notre patte. Alors, en gros, ça veut dire quoi? Que vous avez joué au jeu d'abord entre vous chez Libellude. C'est ça. Vous avez donc apprécié la mécanique. L'univers là-bas, c'était dans quoi dans le jeu original? Parce que tu changes le background plus ou moins. C'était pas une histoire aussi présentée dans un manoir. Si, ça se passait aussi dans un manoir. C'était un coupable qu'on devait chercher. Alors que là, on a changé un petit peu l'histoire. C'est quelqu'un qui a été tué. Et on recherche le coupable aussi, vous allez me dire, mais on a mis un intermédiaire, quoi. On n'a pas. Donc, bon, le design, l'idée du background est développée avec toute l'équipe de chez Libellude. Oui. Elle est développée avec le marketing, de concert avec moi. D'ailleurs, comme le reste du développement du jeu, c'est pour que le jeu soit le plus cohérent possible. Et moi, je suis chargé de la cohérence graphique. Alors en gros, on va en parler parce que la cohérence graphique dans ce genre de jeu est extrêmement importante, puisque, je le répète, allez vous faire une idée en regardant surtout la vidéo de la partie, l'explication, bon, c'est comme ça, on ne se rend pas bien compte avec l'explication, mais quand on joue, on comprend immédiatement que c'est un jeu où il y a énormément d'éléments, il y a beaucoup de petites pièces partout, parce que je crois que vous êtes fait plaisir chez Libellude, hein, il y a des tas de trucs qu'on pourrait dire ça sert à rien, mais en fait c'est très plaisant à manipuler, il y a des petits détails partout à gérer, une horloge à monter pour le compte tour, alors qu'on aurait très bien pu faire tour 1, tour 2, vous avez fait un petit truc à monter, etc. Mais il y a énormément d'illustrations qui ont été confiées à Xavier Colette, si je ne me trompe pas. Oui, on a voulu revoir un petit peu la composante de l'histoire et les personnages qui interagissent. On a laissé par contre à l'origine les cartes vision qui étaient très bien réalisées. Donc ça, on les a conservées. Alors je vais en montrer quelques-unes. Ces cartes-là, voilà, ces cartes-là, alors on a juste enlevé le bord blanc. Il y avait un bord blanc qui était dans la version d'origine qu'on a enlevé. On voulait vraiment donner l'ampleur maximum aux illustrations. Et tout le reste, on l'a changé, c'est-à-dire la présentation des personnages. On a gardé le même principe parce que c'est un équilibre qu'ils avaient très bien fait aussi. Donc on a juste voulu resituer un petit peu l'histoire, changer quelques personnages, réadapter les lieux et aussi avec le style graphique de Xavier Colette. Par exemple, donc là il y a les 6 personnages qui ont été créés. Donc ça c'est les petits étuis. Alors comment graphiquement tu bosses là-dessus toi? Quand tu dis je suis responsable graphique, comment tu appelles ça? Oui, directeur artistique. Directeur artistique. Comment vous faites pour... on comprend ce que ça veut dire quand on est question de dire on va avec Xavier Colette, on lui dit bon je voudrais bien un petit bonhomme. Donc voilà, il dessine et là tu lui dis ouais c'est bien.
Très bien. Comment ça se passe pour designer ce genre de choses finalement? Alors c'est un processus assez long en fait. Déjà on choisit un cadre, donc là par exemple c'était l'Écosse, un vieux manoir. On va choisir une époque, on va aller sur internet et rechercher un maximum d'images qui nous permettent de nous imprégner de l'univers. Et ensuite cet univers on va le retranscrire dans le jeu, dans la mécanique du jeu. C'est pour ça que par exemple il y a énormément de boiseries, car ça se faisait énormément à l'époque. Les personnages, on les a situés en Écosse, il y a eu énormément de recherches. Si je prends l'exemple du militaire. On va le mettre là, sur la Voilà, rien que la petite figurine qui existait dans la version d'origine sur l'une des cartes, on l'a relooké version Écosse, avec le petit drapeau de l'Écosse. Voilà, le militaire aussi avec les attributs de l'Écosse. Donc voilà, le but c'est de créer quelque chose de cohérent qui emmène le joueur dans cette histoire en tout cas. Alors, quand on est directeur artistique, oui. Bon, il y a directeur, hein, donc on commande un petit peu, puis il y a surtout artistique. Oui. Voilà. Mais en général, le directeur artistique, ses chevaux de la créativité sont brisés par le directeur financier qui contrôle l'argent. Le marketing. Le marketing qui dit oui, ça c'est bien, mais c'est trop cher. Non. Comment ça se passe ça? Ça se passe plutôt bien. D'abord parce que le fil conducteur, il est déterminé au départ, il n'est pas déterminé pendant la création. Donc après, c'est plutôt des balises, on va dire. Le marketing est plutôt là aussi pour dire si on va trop loin dans certaines histoires ou on est peut-être trop dur. Voilà, donc c'est vraiment un équilibre, c'est pas du tout une opposition quelconque. Après, pour ce qui est du financier, il y a eu le cas aussi, éventuellement, si on avait la possibilité de refaire les cartes rêves. Celle-là, là. Voilà, alors c'est assez complexe vraiment à réaliser. Elle marchait très très bien, donc on n'a pas eu de problème avec ça. Mais si on voulait les refaire, c'était évidemment un budget vraiment énorme. Et parce que, alors, on parlait dans l'explication et dans la partie, au début de ce petit papotage de l'affiliation avec Dixit. Clairement, l'affiliation avec Dixit, elle tient là-dedans. Ah bah oui, puis 84 cartes. Voilà, c'est le jeu. Le jeu, c'est essentiellement ça, qui prend une autre saveur à partir du moment où on doit faire deviner ces cartes-là. Oui. Alors, ça, c'était dans le jeu de base. Oui. Ça, vous les avez refaites. Elles étaient dans le jeu de base aussi? Elles étaient dans le jeu de base. Alors, il y a eu quelques variantes. Par exemple, il y a certains personnages qui ont disparu au profit d'autres. Par exemple, le chasseur a remplacé le pêcheur. Il y a eu le peintre le sculpteur qui a remplacé le peintre. Mais pourquoi ce genre de décision? À quoi ça tient? C'était par exemple, nous on voulait une scène de cours et on trouvait que le sculpteur marchait mieux en tout cas pour l'Écosse. En plus, moi, d'un point de vue artistique aussi, tout ce qui est lion, pierre, c'est quelque chose qui est très très présent à cette époque-là. Vous avez analysé les cartes? Oui, les cartes qui existaient, voilà. Donc on a essayé de retrouver exactement le même équilibre, mais par contre on a un peu changé. Par exemple, le musicien, lui, il existait déjà, mais il a été un peu plus localisé sur l'Écosse. Combien de temps de développement alors, entre le moment où vous avez décidé de prendre le projet, de vous en occuper et maintenant où il est terminé? 1 an et demi facile de développement, rien que graphique, oui. Alors c'est quoi 1 an et demi de travail pour un directeur artistique? Alors en fait, c'est des choses qu'on n'arrive pas à cerner vraiment. C'est-à-dire que tu arrives au bureau le matin, oui. voilà, les gens, tu vas avoir le café comme tout le monde, oui. Tu parles du dernier épisode de Game of Thrones que tu as vu la veille, tout ça. Mais concrètement, quand tu es à ton bureau, tu reçois des fichiers, tu fais quoi? C'est un processus assez long. Déjà, il faut avoir une très très bonne analyse du jeu en lui-même, des mécaniques, parce que l'illustrateur ne va pas connaître comment marche le jeu. Donc il va falloir lui expliquer comment lui, sa patte artistique, va s'intégrer à la mécanique du jeu, va l'habiller. Donc c'est important qu'il y ait un énorme boulot préparatoire avec les éléments qu'on va mettre. Par exemple, si je prends une carte de la chambre, on lui dit à peu près tout ce qu'il faut mettre dedans. C'est-à-dire tu dis voilà le petit bocal, le chapeau. Voilà, je lui dis voilà une petite lampe, une petite bibliothèque. Parfois on doit en rajouter à l'étape du croquis. Parfois on en enlève suivant la complexité de la carte. Et le but c'est de créer à la fois une ambiance et à la fois une mécanique de jeu. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as écrit le scénario de chaque carte. C'est ça. Chaque carte, les personnages c'est la même chose. J'ai été chercher. On va choper le médecin. Le médecin c'est drôle. Mais donc le médecin par exemple qui n'existait pas, j'ai été trouver des tas de choses d'époque et j'ai composé la mise en place de la carte et ensuite Xavier avec son talent il a mis sa touche dessus. Et après, est-ce que tu imprimais des fausses cartes et vous faisiez des parties pour voir si, parce que l'intérêt du jeu c'est à la fois de découvrir mais qui est plein d'erreurs et d'interprétations. On l'a vu durant les parties. Oui. Par exemple, on a 2 cartes avec lesquelles on a joué tout à l'heure où on s'est un peu pris le chou. Je ne vais pas les trouver juste parce que voilà, ces deux-là.
par exemple, je ne sais pas si on voit les deux côte à côte, mais voilà, Oui. entre ces deux-là, il y a un travail qui est vraiment fait, tu les compares et tu te dis, bon, Oui. on va mettre une ambiance qui est à peu près identique, on va changer les couleurs. Et en fait, on ne peut pas. Enfin, c'est pour ça que aussi sur ce produit, il y avait vraiment un travail particulier très long en avance, parce qu'on ne peut pas redemander à l'illustrateur de réillustrer. On ne peut pas le faire travailler, faire les cartes indéfiniment. Donc, il faut vraiment être sûr de son coup quand on monte la composition. Donc, c'est plutôt la composition que je vais faire valider à Alexandre, qui s'occupe du développement du jeu. Et du coup, on va essayer de trouver le maximum de correspondance pour être sûr que quand on lui demande la réalisation, tout se passe bien et qu'à la fin, la carte marche. Alors, tu parles d'Alexandre, on a parlé de marketing, j'imagine que c'est Léa. Stéphanie. C'est Stéphanie. Léa, c'est pour la communication. La communication. En fait, vous êtes combien chez Libellud pour travailler sur un projet pareil? À travailler sur le projet, on est 6-7. 6-7 pour travailler sur un truc comme ça? Bah oui, parce qu'après, même pour communiquer dessus, tous les aspects qui ont amené au développement sont développés dans la communication. Et la fabrication qui s'occupe de dire ça oui, ça non, ça coûte cher, peut-être que la petite, même ça, la tiens, petite horloge, la petite horloge, les deux, fais péter les deux, parce que ça, par exemple, ça a été dans le vrai jeu de base, le coup des non, cartes. le paravent n'y était pas du tout. Alors ça, c'était quelque chose qu'on avait souhaité pour la mise en place, pour faciliter la vie du fantôme. Je vais le montrer en caméra déportée. Voilà, là, pour aider le joueur, ici, là, voilà, il y a des petits machins et il planque les cartes qu'il a derrière, parce que toutes les cartes sont doublées. Qui correspondent à chaque joueur. Voilà, ici, là, on va montrer celle-ci, là. Voilà, là j'ai planqué l'arme. Donc ça, c'est un joueur. Voilà. Je vais remettre au milieu parce que c'est plus facile, Node. Voilà, comme ça. Voilà, une petite horloge. Là, il y a un joueur, il y en a un autre là. Voilà, et ça, alors ça, c'est à fabriquer. Voilà. Voilà, donc j'imagine que voilà, il faut mettre d'abord les petits pieds ici. Les petits pieds, voilà. Voilà. Et ça, là, c'est toi qui conçois ça ou comment ça se passe? Oui, c'est moi qui le conçois. En fait, une fois que le jeu il est conçu, je vais regarder l'ensemble et je vais essayer d'élever le plus possible. Dans le jeu de société, c'est une des contraintes qu'on peut difficilement exploiter, c'est le fait que tout soit à plat. Et moi, j'aime bien mettre de la hauteur dans les éléments. Donc, du coup, j'ai pris la décision d'élever on va dire le contour sous forme d'une horloge de l'époque. Alors, puisque tu es là qu'on tient et qu'il nous reste comme il nous reste un peu de temps, hein, tu es on constate surtout avec des gens comme Libellud et puis ce genre de produit qui arrive extrêmement travaillé à tous les niveaux, on constate qu'il y a de gros changements dans le monde du jeu de société. Entre un jeu de maintenant comme celui-là et il y a 10 ou 15 ans en arrière, ça n'a absolument rien à voir. Non. On s'est croisé plus d'une fois avant même que tu travailles chez Libellud, ça fait un moment que tu es dans le milieu. À ton avis, alors je connais peut-être plus ou moins les réponses, mais bon, ce degré de qualité devient de plus en plus indispensable. Est-ce que du coup, c'est chez vous une contrainte de faire de plus en plus beau ou c'est enfin, on peut faire de plus en plus beau et les gens l'acceptent, de payer le prix, etc. Comment tu vois ça et les évolutions qu'il y a eu entre ces 5 ou 6 années qui viennent de s'écouler? Comment toi, en tant que... Tu n'étais pas directeur artistique avant, si tu as toujours été directeur artistique? J'étais lead designer. Voilà, c'est tu fabriquais des choses. Mais c'est quoi ton analyse du secteur à l'heure actuelle et jusqu'où on va aller comme ça? La différence aussi, c'est les moyens des éditeurs qui ne sont pas les mêmes parce que payer quelqu'un à ne s'occuper que de l'aspect esthétique du jeu, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile pour tous les éditeurs. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. D'ailleurs, je travaillais beaucoup en indépendant avant et j'ai travaillé un peu avec tous les éditeurs et on voit bien qu'ils n'ont pas forcément les moyens de porter aussi loin le développement des jeux parce que ça coûte très cher. Et comment je le vois évoluer, le secteur s'est de plus en plus professionnalisé. Ça s'est vraiment senti ces dernières années. Avec d'autres éditeurs aussi comme Bombix, etc., qui ont amené vraiment une vraie touche graphique au jeu. Et je pense que ça va être de plus en plus parce qu'il y a aussi énormément de nouveaux éditeurs qui apparaissent, donc énormément de jeux qui sortent sur le marché. Et je pense que la distinction se fera de plus en plus aussi sur le côté qualitatif et à la limite tant mieux pour les joueurs. C'est un cercle vicieux finalement parce qu'il faut des jeux qui marchent pour engranger de l'argent, pour pouvoir professionnaliser. Parce que quand on dit professionnaliser, parce que ça peut être péjoratif aussi parfois le mot professionnaliser, mais c'est un terme qui est important à comprendre ce qu'on veut dire par professionnalisation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, des tas de gens se lançaient dans le secteur ludique et occupaient des postes qui n'étaient pas les leurs. C'est-à-dire qu'en gros,
c'est quoi professionnaliser un éditeur? C'est avoir au poste de directeur artistique quelqu'un qui est directeur artistique. Alors qu'à un moment donné, un éditeur faisait tout. Il fait tout. Il faisait tout. Il faisait la règle, comptabilité, il écrivait la règle, il la relisait, il travaillait le game design, il travaillait l'esthétique, il travaillait tout. Et il représentait son jeu sur les salons, ce qui prend énormément de temps. Et même si on peut être très bon, et il y en a des très bons. Et d'ailleurs, ce sont ces très bons qui ont réussi à engranger suffisamment d'argent avec de très bons jeux pour pouvoir agrandir et professionnaliser, c'est-à-dire créer de vrais postes pour des gens qui sont faits pour. C'est comme ça que, en tout cas, moi j'entends, et j'entends dans ta bouche et autres, le côté professionnel. C'est-à-dire, voilà, maintenant, faire de la communication, c'est un métier. Hein, on peut s'improviser parce qu'on peut avoir compris, mais c'est mieux quand quelqu'un à 100% fait ça. S'occupe de ça. Voilà. Et on voit maintenant effectivement que le niveau monte. Alors c'est un piège finalement parce que avant de pouvoir faire ça, parce que là vous êtes chez Libellude, Libellude c'est un succès phénoménal, c'est Dixit, et c'est Régis qui avait tous les talents et les compétences, il n'est pas là, donc on peut le dire. Il avait, c'est vrai que quand on l'a connu il y a très très longtemps, déjà cette vision avec toutes ses compétences de maquettiste, de mise en place, de mise en scène. Voilà. Et donc forcément, quelqu'un d'assez conscient des besoins. Et donc dès qu'il a fait des succès, qu'il a rapporté de l'argent, il a embauché des gens pour, d'abord, parce qu'au bout d'un moment, on devient feignant et puis on a envie de faire travailler les autres. C'est pour ça que tu es là et puis qu'il n'est pas là pour parler, mais c'est une vérité. À un moment donné. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est aussi prendre conscience qu'on a besoin de vraies compétences et de gens qui réfléchissent effectivement du soir au matin. Parce que quand on voit ça, là, que je vais mettre ici, effectivement, on ne se rend pas compte qu'il faut que quelqu'un arrive le matin au bureau en réfléchissant en permanence et sans être perturbé par autre chose à ce qu'il faut sur la carte. C'est ça. On ne se rend pas compte que tout ça a été pensé et réfléchi et qu'il faut des boutons, il faut le petit machin là qui va être répété par rapport à une autre carte où il y a une pomme avec des aiguilles, enfin que tout peut être interprété. Et ça, c'est mieux quand quelqu'un s'en occupe et qu'il y a une homogénéité et que tout se tient. C'est ça, c'est que tout se tienne. Surtout, c'est vraiment très très important dans le projet, l'équilibre entre la narration et le gameplay, parce qu'on peut jamais mettre un au détriment de l'autre. Donc, ou alors c'est un vrai choix, on peut mettre que du gameplay si on joue, je sais pas, aux échecs. Oui, bien sûr. Et là, justement, l'équilibre des couleurs, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence, et revenir dessus, pas hésiter à changer les choses, et tout le temps. Ok, donc la Mysterium maintenant, je vais remontrer la petite boîte, à moins que tu veuilles dire autre chose qu'on n'a pas dit. Non, c'est super. Ok, Mysterium, donc qui est là, on l'a dit, c'est Oleksandr Nevinsky et Oleg Sidorenko. Hein, donc c'est Libellude, 10, 100 pour jouer minimum, 2 à 7 joueurs, 42 minutes. Et ça faites sort même plaisir jusque-là. Ça sort en octobre, en octobre 2015. Et donc maintenant, tu as fini de bosser là-dessus. J'imagine que tu bosses sur autre chose. Oui. C'est secret ou Il est peut-être en projet une extension de l'Uniquest. Ah oui, l'Uniquest, bien sûr, évidemment, oui. Ah, tu es en train de maqueter. Il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. Et voilà, c'est le petit scoop à la fin de cette Trick TV de papotage. Je trouve ça bien finalement de mettre en avant des métiers et des gens dont on ne parle pas forcément, parce qu'on parle souvent des auteurs, on commence à parler des illustrateurs, mais c'est un secteur qui se professionnalise, dans le sens où on l'a dit, chacun occupe, comme dans une maison. Hein. Une maison, c'est une pièce par fonction, c'est mieux. Et bien là, c'est pareil, hein, un gars par fonction ou une gars, parce que chez vous, il y a aussi des filles, chez les Libellude, donc c'est toujours préférable et plus pratique. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le secteur, sur ce jeu, sur comment fonctionnent les directeurs artistiques, Libellude et Mysterium. Je vous conseille vivement d'aller voir la partie et en français et aussi en anglais, parce qu'on en a fait une en anglais et je pense qu'elle est, elle est bien aussi. Moi, j'aime bien quand on joue en anglais. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si les Anglais aiment bien, mais nous, on aime bien. Ce sont des échecs pour le coup. Merci à toi et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. On va regarder bientôt. cette caméra à droite dans l'objectif et dire tous ensemble Jenny Reich. Jenny Reich.